Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Jennifer, merci à toi d'être avec nous Bonjour aujourd'hui Stéphane. sur le podcast Le Switch. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, ravi d'être avec toi. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, ce que je te propose de faire, c'est donc de commencer par un petit portrait. Je vais commencer la phrase et toi, du tac au tac, tu vas me dire la réponse que tu vas y donner. Donc, je vais commencer avec si tu étais une valeur d'entreprise, tu serais? L'intégrité, Si tu étais une compétence, tu serais? l'audace, Si tu étais une erreur qu'il vaut mieux faire tôt, tu serais? ou tester, tester plusieurs choses. Si tu étais un outil digital, tu serais? L'ordinateur, mon meilleur ami, et LinkedIn aussi, qui est un peu mon espace de journaling. Et si tu étais un moment dans la journée d'un entrepreneur, tu serais? Début de soirée, 19h, le moment de la D'accord. marche, après le travail, puis après, si j'ai envie de travailler un peu la nuit, parce que je suis un peu quelqu'un de la nuit. Si tu étais un livre business, tu serais? Je pense plutôt à un livre tout court. Entre chien et loup, de Mallory Blackman, et qui parle en fait de la hiérarchisation sociale, mais de façon inversée, dans un monde un peu dystopique. Et ça fait le lien avec le travail que je fais sur les sujets d'égalité. Si tu étais un slogan, tu serais? Je serais comprendre le monde tel qu'il est, c'est déjà commencer à le changer. Waouh, ça fait un peu mantra, même citation. Ouais, Super, c'est une belle entrée en matière, Jennifer. Je te remercie pour ce petit portrait. C'est intéressant de te connaître un petit peu plus et différemment. Moi, j'aurais envie de te laisser te présenter, nous expliquer ce que tu fais, puisque tu es entrepreneur. Dis-nous en quoi ouais. consiste ton activité pour qu'on voit de quoi on parle. Alors ça fait transition un peu avec le livre dont je viens de parler. J'ai plusieurs casquettes, mais pour commencer, je suis Jennifer Suarez Garcia et j'ai créé Outre-mer Rayonnement, conseil, un cabinet de sécurisation relationnelle et territoriale des projets d'implantation. Je suis spécialiste sur les stratégies d'implantation, que ce soit des entreprises ou des associations, mais aussi j'accompagne les entrepreneurs, les solopreneurs à développer un projet hors de leur repère avec une spécialisation sur les territoires d'outre-mer parce que je suis originaire de la Martinique et du Cap-Vert. J'ai également une casquette de transmission, d'enseignement, parce que je suis formatrice pour des guides conférenciers depuis moins d'un an maintenant, où je m'éclate à leur apprendre à avoir un autre regard sur ce qu'ils vont présenter à leurs participants, aux visiteurs, c'est-à-dire sortir un peu des récits dominants, des éléments qui sont parfois clichés, folklorisés, et leur permettre de partager les regards sur un paysage, sur un monument, une scène de vie, et faire un peu le lien avec une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode trois regards. La petite anecdote depuis petite, je porte des lunettes, donc j'estime que j'ai trois yeux. Oh, tu peux Mais en avoir trois, ça fait ma quatre paire de yeux, lunettes, non? ouais, je dirais ma paire de lunettes que je compte pour deux, et puis Ok. puis après mon instinct aussi, mais ça c'est le côté un peu mantra, Ah, donc ok. c'est pour ça on va dire les trois yeux. Et le regard, changer le regard sur les choses, ça m'a toujours parlé. Depuis petite, j'ai toujours aimé poser plein de questions, questionner un petit peu l'ordre des choses, la hiérarchie, sur la société également. Ça a toujours été des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Je me rends compte en grandissant que c'est ce qui me plaît, questionner, analyser, changer les regards et puis accompagner des structures à faire différemment et à travailler un réel impact. Voilà. C'est super parce que on est déjà dans le vif du sujet. Moi, la première question que j'avais pour toi, c'est que, comme tu le disais, tu es originaire de la Martinique et du Cap-Vert. Donc, Mm. c'est deux territoires insulaires qui ont des histoires Ouais. différentes. Ouais.
Du coup, en quoi est-ce que cette double origine, elle a forgé ta façon de lire les territoires, puisque c'est ce que tu amènes les personnes à faire? Bah déjà, dans ma personnalité, dans la personne que je suis, le fait d'avoir un métissage d'origine, ça apporte énormément parce que moi je suis née, j'ai grandi en France hexagonale. Je précise hexagonale parce que souvent on parle de métropole, mais pareil aussi, ça vient hiérarchiser en fait la périphérie, donc les outre-mer et le centre qui serait la métropole. Donc je parle plutôt d'hexagone parce que c'est une zone géographique tout simplement. Mais donc ouais, en étant originaire de la Martinique et du Cap-Vert, mais ayant grandi en France hexagonale, ça me permet d'avoir une approche aussi française, avec toutes les richesses qu'a le territoire français en hexagone. Certains ont un privilège, hein, c'est un fait, en étant français, des privilèges d'accès à une certaine éducation, à une certaine culture aussi. C'est quand même très agréable d'être français dans ce monde. Mais en même temps, l'histoire de mes deux territoires d'origine, qui ont une histoire commune, hein, l'esclavage, une langue métissée qui est le créole, chaque territoire a son créole, et puis aussi des peuples résilients, résistants, qui ont innové pour créer leur culture, leur manière de vivre. Tout ça m'ont enrichi dans ma façon de voir le monde. Moi, à la base, je suis formée en tourisme, parce que en fait, j'ai choisi ce domaine-là, parce que tout simplement, j'avais envie de baser en fait les différentes cultures et les différents regards tout ça sur l'agriculture, la culture, l'économie. Et moi, c'est vraiment ma première porte d'entrée parce que ça me faisait penser à mes origines et au lieu de ma nationalité. Mais faut pas oublier d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est vrai que depuis que je suis spécialisée sur les territoires ultramarins et insulaires depuis 6 ans, j'ai une vision très claire de ce que je veux faire, où j'ai envie d'amener les personnes que j'accompagne et de faire un vrai travail de déconstruction sur ce qu'on nous a appris, que ce soit sur les biais, je parlais tout à l'heure des privilèges aussi, quels sont nos privilèges, en être conscient. Qu'en fait, on en a tous finalement des privilèges, des biais. Donc le but, c'est d'en être conscient pour pouvoir améliorer nos relations partenariales avec nos clients, notre relation au territoire sur lequel on s'implante, et éviter en fait de venir soit en tout sachant ou en sauveur. Je pense que ça m'a apporté l'humilité, le fait de d'être de plusieurs endroits différents et d'avoir le respect aussi de m'appuyer sur ceux qui y habitent et ceux qui le connaissent vraiment. Hmm. Du coup, tu parlais justement de ta méthode des trois regards et de Mm, l'implémentation territoriale. Moi, j'aimerais bien aller un petit peu sur cet aspect-là, parce qu'il y a pas mal de choses, on a déjà l'occasion d'échanger, il y a pas mal de choses que tu es déjà en train de dire et qui permettent de bien comprendre ton approche. mm, Et donc, au travers de cette méthode et de cette approche, vu que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi comment est-ce que ça s'applique dans ouais, l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs qui seraient intéressés ou qui souhaiteraient partir s'installer dans d'autres territoires que mm, les leurs, parce qu'on a aussi cette idée de mouvement. Et totalement. c'est en ça que je pense que ta méthode est intéressante, puisqu'elle vise à favoriser l'implantation territoriale dans ces territoires spécifiquement. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette méthode des trois Mm, regards? ouais, carrément. La méthode des trois regards, elle n'est pas arrivée comme ça, hein, je pense comme toute méthode. C'est-à-dire que j'ai pas voulu avoir ma méthode à mon nom sur Wikipédia pour dire qu'elle a été créée. Mais c'est plutôt un résultat finalement de travaux de mémoire, parce que comme je le disais, moi à la base je viens du tourisme et du développement territorial. C'est là où j'ai fait mes études de master jusqu'au master 2. Et j'avais commencé à travailler en master 1 sur un mémoire de recherche qui liait l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire et les territoires d'outre-mer. L'objectif, c'était d'attester l'enjeu-là d'entrepreneuriat pouvait permettre une autonomisation des populations locales, par le fait de développer leur propre activité économique, un revenu aussi complémentaire à leur métier salarié. Donc ça avait commencé comme ça, j'ai poursuivi avec d'autres sujets de mémoire sur les sujets des tiers-lieux, comme des espaces de rencontre, d'engagement citoyen. Et puis également, pendant plusieurs années, j'ai souhaité interviewer, rencontrer des acteurs ultramarins, que ce soit des acteurs publics, des CCI, des CMA, des chambres des métiers, chambres des industries, de commerce, des entrepreneurs aussi, identifiés comme des leaders dans leur activité et sur les territoires d'outre-mer. Et donc en fait, ce mélange de, bien sûr, hein, ma formation aussi, hein, mes connaissances, mon travail du développement territorial, qu'est-ce que le développement territorial? Est-ce que le tourisme est toujours facteur de développement? On vient dans certains territoires que c'est pas le cas parce que ça vient empêcher le développement des populations sur ce territoire, c'est-à-dire venir impacter négativement en prenant des ressources tout simplement qui sont
plutôt favorisé auprès des touristes et non des habitants. Et donc, toutes ces questions-là, que ce soit la méthode que j'ai appris lors de mon master, puis les entretiens que j'ai pu réaliser de façon indépendante et mes mémoires, m'ont amené à me poser la question sur comment accompagner une réelle implantation qui puisse être juste pour le porteur de projet, oui, mais juste pour le territoire. Et donc, c'est là que ces 6 7 années m'ont permis de créer cette méthode trois regards. Comment ça s'applique? Donc, les trois regards, le premier, c'est sur le sien, parce qu'on part de soi, ses biais, ses compétences, ses atouts, son parcours de vie, son diplôme, les expériences positives ou négatives qu'on a pu vivre et qui vont influencer notre regard sur les choses. Donc ça, c'est vraiment la partie soi. Le deuxième regard, ça va être les acteurs locaux, c'est-à-dire cette fois-ci, quel est le regard des acteurs locaux sur soi, comment on va être perçu quand on va arriver sur un territoire, selon ses caractéristiques physiques, ça joue, mais aussi ses caractéristiques intellectuelles, de compétences, et son réseau. Et puis au-delà du regard aussi qu'ils ont sur nous, c'est aussi eux, localement, qu'est-ce qui a été créé? Parce qu'on n'arrive pas sur un territoire vierge. Je répète souvent aux gens que j'accompagne, aux structures, c'est qu'avant qu'on arrive, les choses ont été faites et que nous, on va être là pour pouvoir apporter cette humilité stratégique, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe et de voir comment nous, on peut compléter, apporter autre chose. Mais pas pour refaire toute zéro, réinventer l'eau chaude. Et donc, en fait, les acteurs locaux, les observer, c'est comprendre quelles sont leurs craintes, leurs besoins, les besoins non répondus, aussi hein, l'historique des relations, des personnes qui sont venues avant nous sur le territoire et comment elles ont été reçues et comment elles se sont aussi adaptées au territoire. Et donc, ça crée des tensions, parfois. Et puis le troisième regard, c'est plus inconfortable, c'est le regard de la mémoire. Donc là, ça va être l'histoire du territoire, les héritages historiques qui vont impacter la façon dont on va être perçu, on va être accepté dans certaines dynamiques économiques. C'est finalement lié l'économie au social parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc moi, mon travail, ça va être de balayer et d'approfondir ces trois regards avec le client. Et par la suite, moi, je vais croiser les regards. Ce que le client ne peut pas faire parce qu'il n'a pas un regard extérieur objectif sur lui-même, ce qui est normal. Et donc moi, je vais croiser ces trois regards-là et lui apporter une analyse complète à 360 degrés sur son projet et avec des recommandations opérationnelles et une façon de pouvoir s'implanter de façon viable et non spécifiquement confortable. Parce que mon travail n'est pas d'être confortable, mais d'apporter la viabilité du projet sur le long terme. Du coup, c'est intéressant déjà parce qu'on a ces trois angles qui sont bien délimités. Ce que j'aime bien, c'est la clarté de ton discours quand tu le présentes. Ça m'avait fait d'ailleurs penser à un titre pour ce podcast qui était On n'implante pas un projet comme on pose une valise. Et je me suis dit, Ah, sympa. Ouais, ouais. ça me parle. Et justement parce que vraiment, on a cette approche qui permet d'avoir une vision un petit peu plus, enfin, on fait un peu un pas de côté sur l'imaginaire qu'on pourrait avoir de l'implémentation justement dans des îles paradisiaques ou Hmm, avoir cette impression de se dire, tu vois, ces petites tendances, ça va être facile, ça va être ça va être fun, ça va être simple. facile, on va avoir le soleil, Hmm, on va avoir la plage. Et se dire qu'en effet, toi, sur l'approche que tu prônes, ça permet d'avoir cette vision à long terme. Et c'est ça qui est totalement. intéressant. Tu parles de viabilité. Et la raison pour laquelle je trouve ça très intéressant, c'est parce que tu lis donc cette économie au social. Tu expliques Hmm, que tu recherches comment faire en sorte que la proposition soit bénéfique dans les deux sens et pour que justement ça permette une meilleure harmonisation dans le tissu économique local. Donc, on a vraiment enfin, je trouve en tout cas ma compréhension de ta proposition, je la trouve pertinente, notamment pour les entrepreneurs, parce que là, on parle spécifiquement des dom-toms, mais en réalité, ça s'applique à chaque fois que tu vas développer ton projet dans un autre pays. Donc, hmm, à l'international, c'est important d'avoir cette vision, tu vois. totalement. Et Hmm. du coup, ça m'a amené à cette partie où, tu sais, qu'est-ce que pour toi, quand on dit les Outre-mer en France, on a souvent l'image des plages, des cocotiers. Et pour toi, c'est quoi la réalité que cette image efface? C'est vraiment le sujet que je défends, c'est d'apporter un nouveau regard sur les Outre-mer, sur les DROM-COM, qui ont cette image de carte postale, de paysages sans habitants, de paysages vierges, qui ont clairement été popularisés par le tourisme, par également hein, les médias, et puis encore plus avant par les livres, par des grands voyageurs aussi qui allaient sur ces territoires-là et qui en faisaient des images liées à l'exotisme, à la sensualité, à un territoire hors du temps où un peu tout est permis, type un peu colonie de vacances finalement.
Et donc, bien évidemment, ça a impacté les réalités de ces personnes qui y habitent parce que les réalités sont autres. Oui, il y a des plages, il y a des gens très sympathiques, hein, comme partout, mais ça vient effacer aussi ce que vivent les personnes sur place, c'est-à-dire le fait parfois d'avoir des problématiques liées à l'eau. Je pense à la Guadeloupe, je pense à Mayotte, qui sont des territoires français, mais qui rencontrent des problématiques qu'on a du mal à imaginer, en tout cas dans des territoires dits développés. J'aime bien dire le terme dit développé parce que c'est aussi un terme qu'on aime utiliser pour juger ce qui est développé et ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, dans l'approche nord-occidentale, la Guadeloupe et Mayotte font partie de la France. Donc on a du mal à... C'est comme si on se disait que par exemple à Lyon, il y avait des problèmes d'accès à l'eau. Je pense que ça serait étrange. Donc il y a des problématiques liées à la vie quotidienne, tout simplement, l'accès à l'eau, le coût de la vie chère aussi, qui est un vrai sujet, une vraie problématique que vivent les populations locales. Certains derniers mouvements sociaux l'ont aussi attesté. Moi, ce que j'aime quand je lis l'économie sociale, c'est parce que je reste dans du factuel. L'objectif de ce que je fais, c'est pas un objectif d'acclamation politique, même si j'estime que tous les sujets sont politiques parce que sont gérés pour le citoyen, donc c'est politique. Néanmoins, je pense qu'il est important de rester factuel et de partir sur des faits, des choses observables. Tout ce que j'ai pu dire avant, c'est factuel, ça existe. Et puis ça vient aussi effacer l'histoire coloniale de ces territoires-là. Quand on parle d'héritage, c'est des lieux qui ne sont pas commémorés à leur juste valeur et qui vont être vus uniquement comme des endroits touristiques ou divertissants, alors que il y a une réelle histoire qui est venue créer la culture créole, créer aussi une langue, des danses, des musiques, etc. Et ça, souvent, c'est vu que par l'approche divertissement, alors que l'approche sociale, l'approche économique sont niées. Et ça peut expliquer quand mes clients n'ont pas travaillé cette approche-là, histoire et mémoire, ils peuvent faire des fautes en organisant des événements sur des journées commémoratives de l'esclavage. Et donc clairement là, ça crée des impairs, des maladresses, souvent involontaires, hein, mais qui peuvent les mettre dans la catégorie ils ne connaissent pas le territoire, ils ne s'intéressent pas à notre territoire, on n'a pas envie de travailler avec eux. Donc ça, c'est un des risques. Ou encore créer des tensions aussi. Pareil aussi, une des tensions aussi qui est importante, un des risques qui est important quand on se prépare pas, c'est des personnes qui vont utiliser un vocabulaire jugeant. Tout à l'heure, on parlait de métropole remplacée par hexagone. Un vocabulaire jugeant, parfois dominant. Ça va aussi refroidir les partenaires ou les clients avec qui ils vont échanger et créer une polémique dans les médias ou impacter la réputation de cette structure-là. Donc ça, c'est vraiment important d'être sensible aussi à la communication. C'est pas quelque chose de secondaire. Accompagner quelqu'un à s'implanter aussi, c'est lui permettre d'éviter d'arriver sur un territoire où il se sent complètement déconnecté, dépaysé, et qu'il fasse un burn-out ou qu'il se démobilise. Et ça, je pense souvent aux équipes qui sont mutées dans les territoires ultramarins ou d'autres territoires et qui n'ont pas fait ce travail-là en amont, de travailler ces trois regards, parce que c'est un risque hyper important pour l'entreprise de perdre ce salarié et qui partent en démission ou en burn-out parce qu'il se sent pas à l'aise où il est. Ce que je trouve intéressant est d'anticiper les questions que j'allais te poser, notamment sur des exemples concrets. En quoi est-ce que ça peut impacter une entreprise qui vient s'implanter et qui n'a pas fait ses devoirs ou essayer de creuser, se familiariser avec le cadre? Donc, merci pour cet éclairage. L'autre aspect que l'on peut voir, c'est que si tu parlais du burn-out ou des personnes qui explosent en vol, qui ne sont pas du tout intégrées, qui n'arrivent pas à s'intégrer, parce Mm. qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de mal, mais pour autant, ils n'ont pas l'impression d'être compris. Donc, on va avoir des mauvais jugements, ils peuvent être méjugés aussi, enfin, dans un sens où on va vraiment se dire que ça peut nuire aussi, s'ils viennent représenter une entreprise, ça peut nuire à l'entreprise qu'ils représentent en Ouais. termes d'image. Donc, tout ce dont tu parles d'un point de vue concret est visible, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu le rends visible, alors que ce sont des endroits qui sont pas nécessairement visibles. En fait, on peut Mm. avoir justement ces incompréhensions sans savoir d'où ça vient, en se disant, bon, ben, j'ai essayé, ça n'a pas Ça marché, marche pas, j'arrive pas à dans avoir les ma rendez-vous tête. avec les bonnes Ouais. personnes, à chaque fois on m'ignore, on est en train de me ghoster quand je vais à la mairie ou Hmm. quand j'essaie alors que j'avais fait telle ou telle démarche, que j'ai même organisé cet événement Hmm. allant dans le Pourquoi sens personne n'est de. venu? Donc tu Hmm. vois ça, moi ce que j'aime bien, c'est quand tu remets les choses d'un point de vue pratique, ça Hmm. ressemble à ça. Donc au fait que bah, justement, on n'a pas une très bonne image, on ne sait pas très bien pourquoi.
Et le fait de travailler sur ces 3 regards ou d'essayer Mmh. de comprendre d'où est-ce que ça vient, bah, ça peut amener à débloquer ces situations et justement à permettre de se développer et d'implémenter en ayant une approche win-win en termes Toujours de win-win. développement. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat du coup? Je pense que la réponse peut être un peu classique, mais beaucoup d'entrepreneurs comprendront. Moi, ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, c'est le fait, de pouvoir être à l'aise dans un domaine qui n'existe pas encore, donc créer mon emploi. Je pense que c'est un peu la base de l'entrepreneuriat, c'est créer quelque chose, qui n'existe pas encore ou dans lequel on n'est pas à l'aise comme un poisson dans l'eau. Donc ça, c'est la première raison. Et aussi la deuxième raison, c'est que moi, depuis petite, j'adore monter des projets. C'est vraiment mon kiff. Quand j'étais toute petite, c'était créer des spectacles, créer des mini-films. Donc le côté conception, partir de zéro d'une idée, emmener une équipe fédérée, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après, en grandissant, j'ai monté des associations, j'ai été présidente de différentes associations. Donc le collectif et l'intérêt général, ce sont toujours des sujets qui me portent, qui me guident. Ça revient avec la valeur aussi d'intégrité dont je parlais juste avant. L'importance c'est d'être honnête avec soi-même, mais d'être honnête aussi avec les autres. C'est important pour moi. Ce sont même des valeurs familiales qui m'ont été transmises par mes parents et mon entourage. Parce que comme on dit, hein, pour élever un enfant, il faut un village. Donc il n'y a pas uniquement les parents, c'est tout ce qui est autour. Donc je dirais que la première raison, c'est le côté créer ce qui n'existe pas encore. Pouvoir aussi, parce que moi j'ai un sujet quand même, hein, il faut le dire, hein, qui est parfois un peu touchy. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est aussi pour ça aussi que j'aime parler de j'accompagne ce que vous ne voyez pas encore. Ce qu'on vous a pas encore permis de voir. Toujours le lien avec les regards. Mais comme je parle de sujets qui sont un peu touchy, je parle d'héritage historique, je vais parler de comment se déconstruire et comment se remettre en question, ce qui n'est pas toujours évident. Finalement, je me suis rendu compte que dans le marché général, ça n'existe pas. En tout cas, avec toutes les caractéristiques que je porte, que j'ai, c'est-à-dire d'être indépendante intellectuellement, politiquement, de pas avoir de lien avec des collectivités, de pas avoir de compte à rendre pour les acteurs avec lesquels je travaille, ce sont mes clients à mes partenaires. Et ça change aussi le positionnement parce que je suis vraiment là pour leur apporter une approche critique tout en étant bienveillante, mais en étant exigeante. Comme quelqu'un qui sera en interne ne pourrait pas avoir une approche que j'ai parce que il va être naturellement biaisé, parce qu'il travaille pour cette entreprise-là ou parce qu'il n'ose pas dire certaines choses parce que c'est son employeur ou son manager. Ce qui est entendable. Mais le fait que je suis extérieure à la structure fait que je peux me permettre de dire les choses qui ne vont pas, avec respect bien évidemment, mais dans l'intérêt de la structure et des bonnes relations avec le territoire sur lequel elle s'implante. Et donc ça change tout. Et c'est vrai que ce type de structure-là, liant développement économique, les dynamiques sociales sur un territoire, l'héritage historique, et tous ces sujets-là d'analyse, de lecture, font que ça n'existe pas. Donc je me suis dit, ça n'existe pas, allons le créer et continuer à avoir ce laboratoire d'expérimentation et de voir où ça va me mener. Peut-être ce sera une grosse entreprise avec des chargés de mission sur chaque territoire. Et donc moi j'aurais plus une approche de pilotage. Peut-être que je deviendrai uniquement enseignante ou conférencière par la suite et que je réécrirai des livres sur mes méthodes. Ou peut-être que je deviendrai salariée ou conseillère pour des élus, des grands décisionnaires territoriaux. On ne sait pas. Mais le but pour moi C'est un c'est appel? ouais, on verra, mais c'est un outil d'expérimentation, mon entreprise, et après, ça m'intéresse de savoir comment elle va se transformer. Ça, c'est au fil de l'eau. Mais c'est super intéressant parce que ce que je notais dans la spécificité de ta boîte et de ton profil, c'est que tu as cet aspect social et que souvent les entreprises sociales, pour les rendre rentables et viables sur de long terme, c'est un peu challengeant, surtout quand Hmm, elles sont indépendantes. Donc, si tu n'as pas besoin de financement des ouais. régions ou des choses comme ça commence à être un petit peu compliqué. J'imagine que globalement, tu dois sûrement être souvent en contact avec les collectivités locales, avec les chambres de Hmm, commerce locales, parce que c'est des choses qui portent aussi leur territoire, tu vois. ouais. Du coup, cette indépendance ou le fait de ne pas être jugée partie, entre guillemets, intéressante par rapport aux entreprises, c'est Ouais. intéressant économiquement par rapport aux collectivités locales, avec les potentialités qu'il y a par la suite en termes d'options. Et je pense que tu vois, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu sais que le nom du podcast, c'est le switch. Donc, j'entends que Ouais. ton premier switch, en fait, c'était le fait de créer quelque chose qui te ressemble. Donc, c'est cette décision-là qui se prend. Mais comme tu le disais, tu étais dans un cadre associatif au départ. Est-ce Hmm, que tu as ce moment où tu te dis, bon, je vais faire mon truc, en fait? ouais. Est-ce que tu as eu juste un moment? Est-ce que tu en as eu plusieurs? Comment tu as Plusieurs. sauté le pas, en fait? Non, j'en ai eu plusieurs.
Il y a eu plusieurs pas. Le tout premier, c'est que moi, avant de créer cette entreprise, j'accompagnais les entrepreneurs. Depuis 2017, j'accompagne les entrepreneurs, beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, le côté social, le côté impact, mais réel impact, de répondre à un besoin non répondu. Ça, moi, ça me challenge. J'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs dans différentes structures, dans des incubateurs aussi, par promo. Juste avant de créer mon entreprise, j'ai accompagné des entrepreneurs qui étaient dans les quartiers prioritaires de la ville, un terme spécifique donné au territoire avec des personnes qui ont des revenus moins importants que la moyenne. Et donc l'objectif, c'était de les accompagner à créer leur activité ou leur complément de revenus pour pouvoir regagner confiance en eux et développer un projet et un revenu. Donc l'entrepreneuriat, moi, c'est venu parce que j'accompagne des entrepreneurs. Moi, ce sont des personnes qui m'inspirent énormément par la prise de risque, par le fait de croire en quelque chose qu'au début personne ne croit, et de sortir de leur zone de confort, et surtout d'aller chercher les choses, quoi. Dans l'entrepreneur, moi, ce que j'aime, c'est l'audace. C'est d'aller créer quelque chose, excusez-moi pour la vulgarité, mais d'aller se défoncer, quoi, pour chercher des partenaires, des clients, des factures parfois non payées, cette casquette un peu orchestre finalement, où tu fais la com, du marketing, ton contenu, ton site internet parfois, ton administratif, qui on sait, c'est pas toujours simple. J'ai commencé parce que ce sont des gens que j'admire. J'ai voulu déjà passer le cap par rapport à ça. Le deuxième point, ça revient à ce que tu dis sur le côté indépendant et le financement. Moi, les assos, je les connais bien, parce que j'en ai monté, j'en ai été présidente, je connais bien ce domaine-là. La problématique aujourd'hui de l'association, c'est qu'elle dépend beaucoup des financements publics qui baissent extrêmement, qui mettent en difficulté ces associations-là et leur fonctionnement. Et puis aussi, de façon indirecte, leur choix de projet. Parce que qui dit financement, c'est qu'on doit faire aussi, par rapport au financement qu'on a eu, certains sujets, on ne peut pas les aborder. J'avais envie d'avoir cette indépendance intellectuelle, de pouvoir parler de ce que je veux, de creuser des sujets qui sont invisibilisés et apporter une réelle valeur ajoutée à mes clients. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé l'entreprise, parce que l'objectif c'est de développer un chiffre d'affaires, de pouvoir en vivre. Et donc c'est aussi pour pouvoir avoir mon propre revenu, tout en croisant avec d'autres types d'activités qu'en étant aussi enseignante. J'avais envie aussi d'avoir aussi cet aspect où c'est moi qui vais chercher mon argent, je me débrouille, je mets les choses en place pour que mes clients aussi sachent ce qu'ils payent et qu'il y ait une valeur aussi derrière cette prise de décision d'acheter aussi mes services. Et t'accompagner les entrepreneurs, ce que je trouve très intéressant et justement, quand on t'écoute, il y a cet aspect social, cet aspect impact qui ressort. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est ce côté entrepreneurial où tu oses, où tu essayes, tu tentes, tu testes. Tu te dis que potentiellement ça pourrait amener à quelque chose. Tu en parles comme d'un laboratoire. Je trouve que c'est faire preuve de lucidité, ça montre bien ton expérience et je pense qu'elle vient aussi du cadre associatif dans lequel tu as évolué. Sur tous les entrepreneurs que tu as pu accompagner, des jeunes en insertion, des femmes entrepreneurs, est-ce qu'il y a des Mm. points communs ou en termes de blocage que tu as pu voir dans certains publics plus que dans d'autres? Et même question, parce que tout à l'heure, tu nous disais ce que tu avais vu et qui t'avait inspiré dans leur façon de faire. Et quels sont les blocages que tu as eu le plus l'occasion de voir? Chez eux, ouais. Alors, qu'importe le type de profil, le premier que je vois tout le temps, c'est le sentiment de légitimité. Le fait de pas sentir à sa place, de déranger. Moi-même en commençant, hein, et pourtant j'en ai accompagné hein, des entrepreneurs hein, depuis presque 9 10 ans là déjà. Et ben au début quand j'ai commencé, hein, je me disais ah mais je vais déranger, je vais peut-être dire des choses qui ne vont pas convenir. Quand j'appelle cette personne-là, elle va pas vouloir me répondre parce qu'elle a autre chose à faire. Il faut attendre encore quelques années pour pouvoir écrire un post LinkedIn sur ce que je fais. Je me sens pas encore à ma place, c'est pas encore assez parfait. Pareil, ma méthode aussi, hein, la méthode que j'ai mise en place, que j'ai nommée, là c'est un travail de plusieurs années, mais que j'ai nommé récemment. Je me suis dit, est-ce que je suis assez légitime pour dire que j'ai créé une méthode? C'est le point commun que je vois à tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'est le fait de pas se sentir à sa place et d'avoir besoin d'une validation extérieure pour se dire ce que je fais, ça a une pertinence, ça a un intérêt pour le monde, pour les clients, pour moi. Donc ça, c'est le premier blocage, la légitimité. J'aime bien travailler ça avec mes clients en premier. C'est la légitimité territoriale, comment se sentir à sa place sur un territoire qu'on ne connaît pas et qui ne nous a pas attendu. Parce qu'un territoire ne nous attend pas. Ça, c'est une vérité. Pas Les facile, gens pas non facile. plus, On n'est pas attendu. Donc, non. tant qu'à faire, allons-y clairement. Donc ça, c'est le premier blocage que je vois. Le deuxième, c'est le blocage financier. Je l'ai beaucoup vu chez les femmes entrepreneurs que j'accompagnais parce que l'accès au financement, c'est une réalité et moins accessible pour les femmes. On le voit, hein, le pourcentage est très
peu important par rapport aux hommes, sur les levées de fonds, par exemple, même du crowdfunding, donc du financement participatif. On fait moins confiance aux femmes, alors que très clairement, il y a pas du tout cet argument. Parce que, il y a des projets, autant de femmes que d'hommes qui réussissent et qui échouent, donc c'est pas du tout, un fait, C'est pas c'est genré, quoi. Ce négatif. sont pas, Exactement. La Mhm. réussite n'est pas genrée. Par contre, aider à la réussite, financièrement, Apparemment, c'est ça l'est. genré. Ouais, totalement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté quand j'accompagnais les femmes entrepreneurs, le manque de financement et aussi le fait d'être souvent des femmes qui étaient mères. Elles avaient beaucoup de charge mentale aussi, et donc moins de temps à accorder à leur entreprise, avoir plusieurs vies, la vie de mère de famille, la vie d'entrepreneur et puis bah, après la vie de femme aussi. Ça, c'est vraiment spécifique aux femmes, sur la charge mentale qui bloque l'avancement de leur projet et de leur partenariat. Donc ça, spécifique aux femmes. Et puis sinon, en termes de blocage, non, c'est les trois blocages que je vois, ouais, vraiment la légitimité, le financement, la charge mentale pour les femmes. Même au-delà des femmes, les personnes que j'accompagnais qui habitaient dans les quartiers prioritaires de la ville, le fait de payer son loyer, ses charges quotidiennes, ils étaient beaucoup plus stressés voilà, qu'une Mm. personne qui n'a pas à se préoccuper de ça et donc va pouvoir être plus serein aussi dans l'avancée de son projet. Donc quand même la partie, moi j'aime bien le dire, hein, les personnes qui sont nées en ayant un réseau plus facilité, avec des finances plus saines, plus équilibrées, clairement ça aide quand même à avancer, c'est pas faux, hein, tant mieux pour elles. Ça aide clairement à avancer dans un business, en cas dans le bon business, parce qu'on n'a pas à penser à comment payer son loyer, ses charges du quotidien, ça c'est une vérité. Et c'est bien d'en être conscient aussi. Enfin, c'est pour ça que je Mm, te posais la question, parce que des fois, on n'en est pas conscient. J'avais dans un épisode précédent aussi, pareil, il était notamment dans des entreprises sociales et il avait eu l'occasion de travailler en politique, notamment en termes de développement et mm, de développement de ville, mais aussi dans l'aide au développement à l'international. Donc, on est dans des regards croisés de ce que tu as, de ouais, ce le sur quoi tu nord-sud. travailles. Tout à fait. Et ce qu'il disait, c'est qu'il faut être conscient qu'il y a des endroits où on est privilégié par rapport à Mm, notre situation géographique, que ça amène des avantages dont on n'est pas nécessairement conscient. conscient, Et ouais, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que l'entrepreneuriat, c'était un sport de riches. Et que, en c'est vrai. réalité, c'est un fait qui, une fois qu'on le pose comme ça, je trouve que ça surligne l'ensemble des points que tu viens de partager. Ça met Mm, bien en lumière la raison pour laquelle le challenge de la charge mentale dans ces situations associatives dans lesquelles tu as pu travailler, ouais. bah, quand tu rajoutes cette couche-là, tu comprends le décalage que tu peux avoir et pourquoi c'est encore plus challengeant d'entreprendre et à quel point tu oses quand tu es dans ce contexte-là. Mm. Et Ah pourquoi est-ce oui. que du coup c'est particulièrement inspirant. Enfin, quand je t'entends, Mm. moi, là où ça résonne et où ça fait écho, l'intérêt de, comme je disais, moi j'adore les histoires d'entrepreneurs, j'adore parler avec plein d'entrepreneurs parce que justement, Mm. c'est ces angles-là que je trouve qui sont des fois des angles morts qu'on ne comprend pas nécessairement ou qu'on voit pas nécessairement, hormis quand tu es avec des personnes qui sont dedans, qui ont les deux mains dedans et qui te disent C'est non, mais en ça. fait, là, en vrai, il y a une tuile, quoi. Il y a quelque Ah, chose qui est clairement. pas très facile à gérer. Et tu parlais de la légitimité. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais du coup, je te pose Ah, la question. C'est pas te challenger, mais je trouve que c'est assez att drôle et cocasse. Le fait que tu accompagnes les entrepreneurs, mais sans être encore entrepreneur toi-même, si je ouais, comprends bien. je commençais à l'être, ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais pas du tout entrepreneur, ouais. Et comment Ouais. tu te sens à ce moment-là, quand tu es en train de leur expliquer leur légitimité? Parce que moi, j'ai un vrai sujet sur ça, sur le Hmm, fait que, et ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas investies, mais je questionne justement parce que ce que tu soulèves sur la légitimité, sur les challenges auxquels ils font face, quand tu ne sais pas exactement de quoi il en retourne et quand tu as ce qu'on vient de pointer du doigt à gérer, comment tu fais? sachant pas exactement de quoi tu parles, comment ça Ouais. se passe? C'est vrai. Ah oui, non, mais ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée en commençant ce travail-là d'accompagnement des entrepreneurs. Alors, je vais pas te mentir, depuis que je suis entrepreneur, parce que j'ai eu une phase en fait, et je reviens au côté financier. Quand j'ai créé mon entreprise, j'étais encore salarié pendant un an et demi. Parce qu'une chose que je dis toujours à mes entrepreneurs, ne vous mettez pas dans la merde financièrement. Parce que ça, c'est la chose qui va venir vous bloquer mentalement dans un business parce que vous allez tellement être stressé, que vous allez soit stresser vos futurs clients, soit en fait, vous n'allez pas avoir l'esprit clair dans votre gestion d'entreprise. Quand tu crées une entreprise et quelque chose à côté, et en tout cas une sécurité financière à côté.
soit chômage, d'autres, savoir des économies. C'était pour faire la parenthèse sur l'importance des finances quand on crée une entreprise et que c'est vrai que c'est un sport de riche, on va pas se mentir. Il faut en être conscient, j'aime bien, je le répète tout le temps, il faut être conscient de ses atouts, de ses privilèges. On en a tous. Moi, ça a été par exemple le fait d'avoir pu faire des études universitaires, d'avoir aussi cette perception de ma personne comme quelqu'un qui a fait des études, qui a fait des mémoires. Donc, c'est un privilège. Pour revenir à ta question sur comment je me sentais, au début c'était difficile parce que je me disais, je sais pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent quand ils rentrent chez eux après le rendez-vous. Moi, je les vois 1 ou 2 heures par semaine, je connais pas leur vie, comment ils gèrent la partie financière, administrative, le fait que ça a 1000 choses à la seconde quand t'es entrepreneur et de pas voir le bout, de pas voir la lumière, d'avoir des moments de découragement, des moments où 1 jour sur 3, t'as envie d'arrêter. Tout ça, je le connaissais pas et donc moi, comment je me positionnais, c'est leur apporter de la méthodologie, leur apporter un chemin qui leur permette d'acquérir des compétences et leur permettre de se dire, ils ont un moment où moi je vais être une oreille, être à l'écoute de leurs projets et je vais détecter, avec les compétences que j'ai, détecter leurs besoins et pouvoir soit les orienter vers des experts, soit moi leur apporter une méthodologie qui va leur permettre d'arriver à leur objectif. C'est comme ça, moi, que je me voyais me dire, je suis pas entrepreneur, mais j'ai des expertises sur des sujets que eux ne maîtrisent pas et donc ça leur apportera dans leur entreprise. Donc voilà un Mmh. petit peu au début, mais c'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, j'ai vu le delta parce que je comprenais ce qu'ils vivaient de façon émotionnelle et eux, ils sentaient que j'étais entrepreneur sans même que je leur dise. Bien sûr. Et ça, en fait, en termes de confidence, en termes de connexion émotionnelle et humaine, ça change tout parce qu'en fait, ils se Mmh. sont vraiment compris dans toute leur totalité d'entrepreneurs. Donc Est-ce que toi, tu as ce voilà. sentiment aussi que tu les comprends dans leur intégralité, d'entrepreneur? Mmh. Ouais, je le sens, ouais, clairement, je le sentais, ouais. Je le sentais que je les comprenais et surtout le fait que moi j'ai eu aussi la même expérience qu'eux. Je pouvais leur donner des conseils aussi, moins liés à la méthodologie, mais plus liés à l'humain. Par exemple, moi j'ai des rituels qui me permettent de faire redescendre la pression. Par exemple, d'aller marcher 1 heure par jour, je vais marcher. Je pars 1 semaine en randonnée pour pouvoir vraiment couper. Et finalement, quand on fait un métier qui est très intellectualisant et on utilise beaucoup le cerveau, Mmh. que le corps reprenne sa place de corps et d'être en mouvement, c'est important. Le fait de bien dormir, de bien manger. Quand je dis bien manger, c'est pas manger spécialement équilibré, mais manger des choses qui te donnent de la vitamine, qui te Mais font d'accord, on mange tomber, pas que des graines, on mange aussi, voilà, voilà, non, mais j'entends l'idée, mais par contre, c'est ça. mais non, non, mais beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, c'est là où on voit aussi le vécu entrepreneurial et que en fait, le chemin moi, ce que je trouve passionnant dans ce que tu es en train de dire, c'est vraiment je remercie ta lucidité et ton approche, en fait, parce que tu as vraiment une approche particulière, je trouve, où tu analyses et tu essayes de Ouais. comprendre. Et moi, une des questions que je me suis toujours posée en bossant avec les entrepreneurs, le moment où pour moi, je me suis dit: «Mais en fait, ce truc est fou, c'est sans fin». Parce que ça dépend des gens et chacun va vraiment avoir son regard, son approche, sa Mmh. proposition au monde. Et tu l'as décrit que quand tu étais salarié, comme aujourd'hui, tu proposes ta méthode et ce que tu Mmh. sais faire aux autres, c'est ta proposition au monde. C'est ce que fait ton entreprise. Un autre endroit qui est intéressant, c'est le fait que tu vois les différents switches, le fait que tu n'as pas envie de te foutre dans la merde financièrement Mmh. en lançant ton entreprise, même si tu vois que vers l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir t'exprimer, être plus libre, ne pas être limité par rapport au sujet. Donc toutes ces choses que tu as pu découvrir en travaillant avec eux, qui t'ont amené à vouloir toi Mmh. aussi faire ce pas et qui t'ont amené à te dire: «OK, je vais quand même backuper histoire de pas me mettre, dans Mmh. le mal» et qui Ouais. aujourd'hui te permettent de développer et de te rendre compte de tout ce qui constitue Ouais, un ce entrepreneur et une chemin, ouais. entreprise en bonne santé, Mmh. qui est, de prendre soin De du soi, corps et ouais. de l'esprit, de prendre soin de soi, de manger sainement, de dormir sainement. C'est là Ouais. où tu vois quand tu es dedans, tu sais à quoi ça ressemble le «j'ai pas dormi, je Ah mange ouais, n'importe comment, c'est je suis ça. complètement à l'ouest, ta négo, C'est elle est KO. là-bas, les pompes, elles sont ici, toi, tu es aussi de l'autre côté» C'est et clair. du coup, la signification de ce que tu es en train de dire, elle est complètement différente, tu vois? Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait, dans la description que tu fais, on voit différents stades et différents switches parce qu'on Ah, il y en continue a à eu, chaque fois d'évoluer, c'est faire ça. plein de déclics, plein d'apprentissages qui sont au final constants, en fait. Ouais, ça évolue tout le temps et puis surtout, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi les gens, les rencontres que tu vas faire aussi. Ça change tout, que ce soit positif ou négatif, mais ça te permet toujours de te challenger, d'avancer. C'est vrai, cette phrase-là de Nelson Mandela qui peut paraître un peu cliché, mais totalement vrai, c'est que on n'échoue jamais, on gagne, on apprend. Tout ce que tu vas, toutes les rencontres que tu vas faire, ça te permet d'apprendre à dire non.
Ça aussi, en tant qu'entrepreneur aussi, apprendre à dire non, c'est une vraie capacité aussi. C'est nécessaire et c'est une C'est skill, hein. vraiment indispensable de savoir dire non et quand on le sent pas, de pas y aller parce que faut que je me fasse connaître, même si ça va pas dans mes valeurs. Je pense que faut toujours se fier à ses valeurs et à son instinct. Je reviens aux 3 regards, ma paire de lunettes, mes yeux et puis mon instinct, mais c'est hyper important de se fier à ce qu'on ressent quand on rencontre les personnes. Et puis il y en a d'autres qui vont nous ouvrir des possibilités, des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc vraiment les rencontres font le chemin, hein, c'est une évidence. C'est Aussi, humain, ouais. et c'est l'entrepreneuriat, c'est humain à la base. Avant d'être économique, c'est lié à l'humain, donc on a tendance à l'oublier parfois. Mais complètement, mais écoute, quelle belle phrase de fin. S'il y avait une chose que tu souhaiterais que les personnes qui écoutent cette interview se souviennent par rapport à notre échange et ton regard sur l'entrepreneuriat et ces pas de côté que tu proposes, Mmh, notamment dans tes accompagnements. je leur dirais: «Soyez vous, les autres sont déjà pris». D'être confiant, d'avoir confiance en la vie, confiance, en son instinct, ce qui nous anime en tant qu'être humain. C'est vraiment la chose, que j'aimerais qu'ils retiennent, que ce soit dans le salariat plus entrepreneuriat ou juste entrepreneuriat, 100. Et puis de tester en fait, moi je teste plein de choses tout le temps et des choses qui fonctionnent pas. Sur le coup, ça nous énerve parce qu'on a mis de l'énergie, du temps et de l'argent et après on se dit, «Ah bah tiens, ça j'avais pas vu ça de cette façon-là» et donc ça permet encore d'améliorer les autres choses et on est toujours dans de l'évolution constante et je parle d'évolution, pas vraiment de performance. Je pense que faire la différence Hmm. entre les 2, mais être dans quelque chose qui fluctue comme la vie et qui, ça, à un moment, ça va nous emmener vers, où on veut aller, tout simplement, hein. Hmm. Comme on dit, le voyage, l'important, c'est le voyage qu'on fait, pas la destination. Donc tout est lié. C'est vrai que quand on prend un peu le temps de regarder un peu en arrière, tout le parcours, on a l'impression qu'en fait tout était dessiné. Et je te parlais de C'est mon vrai. livre que j'aimais, quand j'étais ado et en fait, quand je vois les sujets qui étaient abordés dans le livre entre chien et loup, je me dis: «Mais what? C'est ce que je fais aujourd'hui, en fait». Mais C'est complètement. tellement lié, en fait. Toutes les choses qu'on fait finalement, ça a toujours un lien avec ce qu'on est parce que je pense que l'enfant, du moins ce qu'on aimait quand on était enfant, c'est ce qui nous guide pour pouvoir faire le métier qu'on aime plus tard. Parce que l'enfant, c'est la période de l'innocence, de la pureté et c'est vraiment là que se dégagent les choses, qu'on aime et qui font ce qu'on est, je pense. Ouais, on a des indices. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai tendance à dire que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une métaphore de la vie parce qu'en réalité, c'est exactement pareil. Tu as des hauts, des bas, des incertitudes. Mmh. Tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas où ça va te mener, Ouais. mais tu sais que c'est vers là que tu as envie d'aller Tu ce et que feu, ce feu intérieur. et c'est comme ça que tu vois, même les personnes qui ont parlé des galères d'argent, des galères de Confiance en chemin, des soi. accidents de vie, des problèmes. Tu as plein de choses qui peuvent se passer dans ta vie comme dans ta boîte. Ce qui rend l'histoire belle, c'est quand les gens se relèvent. Quand c'est lisse du début à la fin, ça n'a aucun Ça intérêt. m'intéresse. Toutes les vies sont passionnantes parce qu'elles sont pleines de up and down et que Mmh. c'est ça qui rend la chose intéressante. Avec, c'est pas caché derrière une posture que tu vas avoir du fait de représenter X ou Y compagnie. Mmh. Et je n'oppose pas du tout le salariat à l'entrepreneuriat, c'est pas Ouais, le point. oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton entreprise, elle fait pareil. Mmh. En réalité, elle porte ta vision, elle porte ce Ton que tu... engagement Et aussi, ouais. quand on voit ce que tu disais, le connect the dots, ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais, c'est la ligne de ce que tu as semé auparavant. Donc là, tu es encore en train de semer pour Oui, demain. on s'aime. Et exactement, et on va voir à quoi ça va. Ah, même, par rapport à ce que tu disais sur l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la vie, on n'a pas parlé, mais moi je l'ai pas encore vécu, mais c'est aussi le mariage et le divorce, des, associés, qui est un vrai sujet. Ah, ça Parce que pique. quand on s'associe, c'est un mariage pour Tout à l'entreprise. fait. Tout Donc à fait. ça, c'est aussi un sujet qui est je pense que ça peut être intéressant de pouvoir, parler de ce sujet-là pour peut-être un sujet de podcast prochain. Ah Du oui, oui, mais complètement. Mais justement, j'en ai eu dans les épisodes précédents où ça peut très fort piquer. Et oui, c'est pour ça que je te dis, c'est clairement une allégorie de la vie. Les mariages, c'est toujours très sympa. Les divorces, ouais, beaucoup moins. Et je me souviens en première année de droit, notre prof qui nous disait en TD, vous pensez que les mariages, ça coûte cher? Coûte plus. toujours plus. C'est exactement la même chose, mais je trouve que c'est passionnant. Tu le vois déjà comme ça et que je pense que ton caractère humain et ce regard-là te permet de voir cet angle de l'entrepreneuriat qui est Mmh, le rend savoureux, et le rend particulièrement beau, à mon sens, parce que je trouve qu'on voit le mmh. plus beau des gens.
ce que tu peux Ouais. créer, ce que tu génères, c'est vraiment une part de création. Et là, tu vois les gens à nu dans leurs propositions, dans ce qu'ils sont. Donc, Mmh. je trouve que ce que tu nous as partagé, on met bien ça en lumière. Donc, je te remercie beaucoup, Bah, Jennifer, merci à toi, merci pour, Stéphane. pour cet épisode. Et c'est l'occasion pour nous aussi de mentionner qu'il va y avoir le deuxième volet de cet Oui, épisode. Ah oui, la partie 2 on on fait un s'était... vrai switch. Et on m'avait déjà demandé, mais qui va faire ton switch à toi Et Jennifer l'a proposé et Ouais, Jennifer va le hâte, faire. Donc, avec je te grande hâte. remercie pour ça. J'ai hâte Oui, d'en parler. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, je te remercie. Et je pense qu'on aura du coup l'occasion de continuer cette conversation qui était super totalement, intéressante, comme oui, toujours. passionnante. Top, Donc, écoute, merci à pour tes très vite. questions. Oui, à bientôt et puis, très hâte, de vous faire découvrir, Stéphane, dans son parcours d'entrepreneur. Ça marche. Merci. À plus. Salut. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.